La vie IMO. Et on accueille Nicolas Pécourt. Bonjour Nicolas. Bonjour. Le directeur de la communication du Crédit Foncier. Régulièrement, vous nous rendez visite pour tourner quelques pages de l'histoire de ce monde immobilier. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux maisons individuelles à travers un homme, André Pux, que peut-être pas grand monde connaît. C'est peut-être un des moins connus que vous ayez évoqué jusqu'à présent. Et c'est très intéressant qu'on en parle. Mais avant de s'intéresser plus précisément à lui, une petite question. Parce que quand on se penche sur l'histoire là, de France, pour le coup, on se dit que 19e siècle, etc., on passe d'une société rurale à une société plus citadine, industrielle. Et on se dit, finalement, c'est... on a toutes les raisons d'enterrer la maison individuelle qu'on laisse à la campagne pour de jolis immeubles, non ? L'histoire de la maison individuelle en France, c'est une histoire qui est tout à fait passionnante. Alors, Guillaume, vous citiez le 19e siècle. Effectivement, au début du 19e siècle, on a une population qui est très majoritairement rurale. En fait, au début du 19e siècle, on a plus des 3/4 de la population française qui est rurale. Et il faudra attendre la fin des années 1920, avant que la population rurale et urbaine s'équilibre. Donc, évidemment, tout ça explique l'importance des maisons individuelles. Ça ne signifiait pas pour autant, d'ailleurs, qu'en ville, on était uniquement dans des appartements, des logements collectifs. Souvent, d'ailleurs, les logements collectifs, dans les villes, en tout cas jusqu'au milieu du 19e siècle, c'était souvent des habitats assez dégradés. Et par exemple, si vous prenez Paris, au début du 19e siècle, donc on est dans le Paris avant Haussmann, 12 arrondissements, eh bien, on a 27 000 maisons. 27 000 maisons, pour à l'époque un peu plus de 700 000 habitants, c'était tout à fait significatif. Donc on voit, effectivement, on a une France rurale, avec également des villes, des maisons. Et vous le soulignez, arrive, deuxième partie du 19e siècle, la révolution industrielle, un exode rural assez important, des flux de population extrêmement massifs, des campagnes vers ces nouveaux centres industriels. Effectivement, on pourrait se dire, eh bien, ça y est, ça, c'est terminé pour les maisons. Maintenant, on passe dans un habitat collectif. Eh bien, pas du tout. On rationalise un peu. On rationalise un peu. En fait, on reste sur un habitat qui est centré sur les maisons. On l'avait évoqué au mois de mars à propos de Jean Dollfus. Jean Dollfus était un des premiers créateurs de cités ouvrières. En fait, les industriels de l'époque, les Jean Dollfus à Mulhouse, les Schneider au Creusot, la famille Meunier, des chocolats à Noisiel, et bien, tous ces gens-là, lorsqu'ils ont construit des cités ouvrières, ils l'ont fait en privilégiant la maison. Et donc on voit que, certes, on est passé d'une société rurale à une société industrielle, mais pour autant, la maison individuelle est vraiment restée l'habitat principal des Français. Donc, on a des maisons individuelles qui vont finalement se développer après-guerre dans un environnement qui n'était pas du tout hostile. Elles vont se développer dans un environnement qui n'était pas du tout hostile. Alors, à vrai dire, les premiers pavillons que l'on voit notamment autour de Paris, c'est au début des années 1920, 1930. Mais en fait, il faudra véritablement, effectivement, attendre la sortie de la Seconde Guerre mondiale pour avoir un développement assez massif donc, de ces villes. Donc, c'est le début des 30 Glorieuses. D'ailleurs, Jean Fourassier, dans son livre sur les 30 Glorieuses, décrit assez bien ce phénomène où les villes qui étaient encore dans leurs limites presque du Moyen-Âge, eh bien, se mettent à se développer, à avoir des quartiers pavillonnaires. Et songez déjà qu'en 1947, c'était l'INED, qui était l'Institut de statistique et d'études de l'époque, qui avait fait un sondage, comme on en a aujourd'hui tous les jours, et qui interrogeait les Français de l'époque en leur disant quel est votre habitat préféré. Eh bien, l'habitat préféré en 1947 des Français, c'était 1, la maison, et 2, être propriétaire dans une maison. Bon. Mais on se souvient aussi que, comme vous parliez des années 30, Vaucresson, enfin bref, toutes ces villes de l'ouest parisien, c'était des lieux de week-end et ou de vacances. C'était pas de la banlieue. Hein. Alors, c'était des lieux de vacances et puis progressivement. Mais c'est vrai qu'on l'avait vu également à propos de Delouvrier. En fait, jusqu'aux années 1960, on avait très peu d'autoroutes à Paris. Oui, c'est ça. Bon, alors quel va être l'apport de ce fameux André Pux, le héros que vous avez retenu aujourd'hui ? Alors cet apport, il est très important. Donc on est en 1945, André Pux, c'est un ingénieur, et il décide de créer une société, les Maisons Phénix. Alors déjà, c'est intéressant de rester sur le Maison Phénix. En fait, Phénix, c'est cet oiseau qui a la capacité de renaître après s'être consumé dans les flammes. Et quelque part, c'était un symbole de la volonté d'André Pux de participer à l'effort de reconstruction après-guerre. On le sait, après la Seconde Guerre mondiale, on a un parc de logements qui, dans son 5e, a été détruit ou endommagé. Donc on a une nécessité de reconstruire massivement. Et quelque part, ce nom symbolise cette volonté. Alors, l'apport d'André Pux, il est le suivant. Donc, c'est un ingénieur et il s'inspire d'une technique américaine dite des home builders qui consiste en fait à s'interroger, à se dire
si je veux offrir au plus grand nombre des maisons à bas prix, bien, je vais le faire en fabriquant en usine des éléments préfabriqués et ensuite en les assemblant plus tard sur le chantier. Et comme ça, je vais pouvoir offrir des maisons à meilleur prix. Et donc, c'est rapidement un succès. L'historien Claude Thibault relate très bien, dans les années 50, on est sur à peu près des centaines de maisons livrées chaque année, jusqu'à atteindre, je crois, le chiffre de 20 000 maisons par an dans les années 70. Et c'est quelque chose qui, la construction hors site est en train de revenir hyper à la mode en ce moment avec toutes les techniques modernes. Est-ce qu'il sera le seul Alors, bien évidemment, il ne sera pas le seul, hein, c'est un exemple, mais on peut prendre plein d'autres exemples, à la fois individuels comme collectifs. À titre collectif, par exemple, est-ce que vous connaissez, Cédric, les castors? Alors les castors, j'ai une vague idée des castors. 1948, en fait, ce sont des gens, c'est sous forme de coopératives, qui sont regroupés et qui ont décidé de construire eux-mêmes leur maison. Alors c'est une initiative qui naît à Pessac, dans la banlieue bordelaise, donc on fait du vin mais aussi des maisons, donc grâce aux castors, mais également on en retrouve, je crois, à Rézé, à Nantes et puis dans la région parisienne. Et puis on a aussi d'autres initiatives. Alors on a la création notamment de Promogym, de la maison familiale. On a une histoire aussi tout à fait intéressante qui est par exemple les maisons France Confort, donc c'est la famille Vendôme. Et donc Jean Vendôme, c'est la 3e génération d'une entreprise de scierie, et va décider dans les années 50 de construire dans un premier temps des maisons à ossature bois, et puis 2 ans après de construire des maisons en dur, et qui en fait aujourd'hui un des plus importants acteurs de la maison individuelle. D'ailleurs son dirigeant Patrick Vendôme est aujourd'hui président de LCAFFB, qui regroupe l'ensemble des maisons individuelles. Et Maison France Confort existe toujours, et c'est un grand groupe coté à la Bourse de Paris. Exactement, que vous suivez régulièrement. Et puis on a d'autres sagas, on pourrait citer dans les années 80, on a les Maisons Pierre, on a Mikit, donc on a même les pouvoirs publics qui se sont mis. Le ministre de la Construction et du Logement, je crois qu'on est en 1969, un certain Albin Chalandon décide de lancer un concours de la maison individuelle pour encourager les maisons individuelles, et celles-ci prendront le nom de Chalandonnette. Aujourd'hui, comment les Français appréhendent-ils la maison individuelle? On voit, en suivant bien évidemment Maison France Confort, que c'est toujours d'actualité. Ils aiment toujours ça, les Français? Alors les Français plébiscitent toujours autant les maisons individuelles. Lorsqu'on fait des sondages, le Crédit Foncier, vous le savez, en fait régulièrement. À chaque fois, donc l'idéal de la maison individuelle ressort. Alors plus concrètement, dans les chiffres, lorsque vous regardez, décortiquer les chiffres de l'INSEE, vous avez aujourd'hui, sur un parc de logements, 20 millions de maisons. On est 57% du parc et un peu plus de 15 millions d'appartements. Donc on voit déjà dans les chiffres, dans les données, l'importance des maisons. Si l'on regarde cette fois-ci par rapport au nombre d'habitants, puisque dans les maisons en général on est un peu plus nombreux que dans les appartements, en fait c'est 68% des Français aujourd'hui qui vivent dans des maisons. Donc on voit l'importance des maisons. Et puis il y a un phénomène qui peut être français mais qui est assez intéressant à souligner, c'est que, je le soulignais tout à l'heure au sujet de l'étude de l'INED en 1947 et qui se prolonge, il y a une association qui se fait entre maison est égal propriétaire et appartement est égal locataire. Lorsque vous prenez par exemple les propriétaires occupants aujourd'hui, 80% d'entre eux habitent dans une maison, 20% d'appartements. Et lorsqu'à l'inverse, vous prenez les appartements, ces appartements, ils sont très majoritairement occupés par des locataires. Peut-être une dernière spécificité, c'est que, et c'est peut-être une différence par rapport à d'autres pays européens, ce sont des maisons qui avant tout sont des maisons isolées. Ah oui, d'accord. Justement, si on compare avec nos voisins, on se situe comment? Si on compare par rapport à nos voisins, alors on l'a déjà évoqué. Nos voisins de maison, hein, nos voisins européens, au-delà des frontières françaises. On l'a déjà souligné à propos du crédit. En fait, on a un marché européen immobilier qui est extrêmement disparate. Et donc, ce qui est vrai pour le crédit, l'est également pour les maisons, appartements. On a des traditions culturelles assez fortes. Néanmoins, on peut relever une sorte de règle qui est plutôt contre-intuitive, sans apporter forcément d'explication rationnelle, mais qui est la suivante, c'est que c'est dans les pays d'Europe du Nord que l'on a le plus de maisons, et lorsqu'on descend dans le sud, c'est là où on trouve le plus d'appartements. Plus concrètement, le pays, parmi les 28 pays de l'Union européenne qui comptent le plus de maisons aujourd'hui, c'est l'Irlande, à 93% de son parc de logement. On vient ensuite le Royaume-Uni, à 85%. Et par ailleurs, quand vous regardez... Les Anglais, il leur faut tous leur jardin avec l'herbe impeccablement. Oui, mais on n'empêche qu'ils ont beaucoup de maisons. Et à l'inverse, quand vous
Toujours pour garder un exemple d'un voisin français, cette fois-ci vous franchissez les Pyrénées, et c'est en Espagne, parmi les 28 pays de l'Union européenne, que vous trouvez le plus d'appartements. 2 tiers des Espagnols aujourd'hui vivent dans des appartements. Et d'ailleurs, cette règle qui voudrait que descendant du nord au sud, on trouve de plus en plus d'appartements, se vérifie même en France. Quand vous regardez les régions françaises, alors j'enlève évidemment l'Île-de-France, bien sûr, on a beaucoup d'appartements, pour toutes les raisons que l'on connaît, mais une région aujourd'hui qui est le plus de maisons, c'est la région Hauts-de-France. On reboot d'ailleurs avec l'histoire. C'est une région qui a eu beaucoup de cités ouvrières, les mines, la sidérurgie, etc. Et à l'inverse, la région qui compte le plus d'appartements, hors l'Île-de-France, c'est la région PACA. Et là, on est franchement au sud. Juste aujourd'hui, parce que vous, grâce à vos antennes du Crédit Foncier, vous avez aussi une perception de l'actualité. Quand on nous parle du Grand Paris, d'intensifier le logement, etc., ça pourrait modifier la donne pour ces maisons individuelles et la densification urbaine, vouloir rapprocher finalement les citoyens des moyens de transport dans nos grandes zones urbaines. Ça va sonner le glas des maisons individuelles ? Alors, il y a à la fois des tendances structurelles et puis des éléments conjoncturels. Les éléments conjoncturels, c'est par exemple la baisse du PTZ. Dans les zones dites détendues, c'est une baisse qui est dommageable pour évidemment les zones détendues. On avait vu les promoteurs de maisons individuelles. Exactement. Fort, hein. Et d'ailleurs, on le voit, un des effets immédiats, c'est que le marché à primo-accédant a baissé de 20%. Mais je crois que ce qui fait une des spécificités de la politique du logement en France depuis des années, et peut-être aussi en différence par rapport à d'autres pays européens, c'est finalement cette liberté d'habitat qui est laissée à chacun. Et je pense qu'il faut rester sur cet élément-là, c'est-à-dire laisser à chacun et à ceux qui souhaitent, parce qu'ils ont des enfants, parce que ça correspond à un cadre de vie, parce que ça correspond à leurs souhaits, la faculté d'habiter des maisons s'ils le souhaitent, et puis pour d'autres, des appartements dans des grandes villes. Et ben voilà, vous connaissez un nom de plus, André Pux, donc, qui a marqué de sa patte ce monde immobilier. On continue nos petits voyages, bien évidemment, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Nicolas Pécourt, pour le Crédit Foncier ce matin. Le CAC 40, lui, il est en petite progression. Il gagne 0,65%. On est toujours à